C'est toujours James Langlois au micro d'On n'est pas du monde en remplacement d'Antoine Malenfant. L'épithète woke est apparue dans le langage commun en 2021. Maintenant que 2022 est entamé, il serait peut-être un peu temps de servir du mot à bon escient et cesser d'appeler woke là, tout ce qui penche un peu à gauche du centre. Là. Notre chroniqueur Thomas Plouffe se propose donc de démystifier la patente pour nous une deuxième fois. Salut Thomas. Allô, puis je me propose en fait de m'inscrire en continuité de la première fois. Là. Et non, je ne cherche pas à déconstruire la première chronique qui a été faite par Simon. Bon, avant de décoller, là, plaçons les choses. Tu t'inspires des chroniqueurs fâchés du journal matinal pour ta chronique d'aujourd'hui? Ou... Entre autres, vous allez peut-être retrouver certains chroniqueurs fâchés, mais plus spécifiquement, en fait, là, ce que je suis tombé sur un essai qui a été écrit par un étudiant en sciences politiques français là, qui, lui, reprend principalement un ouvrage qui a été écrit par deux professeurs américains qui s'appellent James Lindsay et Helen Pluckrose. Cet étudiant français, c'est Valentin. Il s'appelle Pierre Valentin et ces deux essais-là sont assez courts. Puis on peut les retrouver aussi en accès libre là, sur Internet. Là. Vous avez juste à aller regarder sur Fondapol. Ça s'appelle Anatomie du wokisme. Puis face au wokisme, je vous les suggère pour quelque chose d'assez court, mais qui résume très bien là, ce que c'est que la pensée woke aujourd'hui. Mais toi, pourquoi tu t'intéresses à ça? C'est dans le cadre d'un cours, en fait, là, j'avais à travailler là-dessus. Là. Ça m'a permis de plonger là-dedans, de tomber dans un monde algorithmique où est-ce qu'à un moment donné, j'avais l'impression de détenir la vérité absolue, puis il a fallu que j'ouvre mes horizons parce que c'est un monde assez particulier, le wokisme, là, surtout en France. Là, les idées sont fortes, puis les chroniqueurs parlent fort aussi, on le voit au Québec. Donc, pour ces auteurs-là, dans cette étude-là, il y aurait une accointance du wokisme avec ce qu'on appelle la French Theory. Simon a parlé plus tôt cette semaine de Michel Foucault. Qu'est-ce que c'est que ça que la French Theory? Oui, bien en fait, pour revenir avec... c'est ça, la première chronique de Simon, vous pouvez aller la retrouver sur le site d'On n'est pas du monde. Il y a vraiment l'idée qu'on retrouve dans le wokisme deux grands thèmes. D'abord, un scepticisme radical par rapport à la possibilité d'avoir toute vérité objective. Donc, un scepticisme devant toute vérité objective, de un. Donc, on ne peut pas dire ce qu'est la vérité universelle pour tout le monde. Il faut tout le temps, en fait, avoir un scepticisme face à ces vérités-là. Le deuxième grand thème, c'est l'idée que, puis on retrouve Foucault dans ça, c'est l'a priori que toute société est formée surtout de systèmes de pouvoir puis de hiérarchie qui décident de ce qui peut être su puis de comment ça doit être fait. Et là, donc, partant de ce qu'on observe, de ces deux thèmes-là qu'on observe dans le wokisme, les auteurs Pluckrose puis Lindsay faisaient un lien direct avec la French Theory. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est un courant philosophique, en fait, qui est né dans la deuxième moitié du 20e siècle. D'abord en France, qui a été porté, entre autres, par Michel Foucault, qui a été porté aussi par Gilles Deleuze, Jacques Derrida, mais il y a aussi d'autres penseurs, qui était une espèce de bulle, une bulle intellectuelle qui n'a pas trouvé beaucoup d'adeptes en France, en fait, voire pratiquement aucun. Par contre, par un phénomène que je ne m'explique pas, qui a trouvé beaucoup d'adhérents aux États-Unis, puis principalement dans les campus universitaires américains. C'est pour ça, en fait, qu'on l'a appelé French Theory en anglais. Assez que ces penseurs-là étaient adulés là, par les étudiants américains. Oui, parce que si vous allez sur YouTube, vous allez voir des conférences de Michel Foucault là, dans des grandes universités américaines. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de grands universitaires français, il me semble, aller sur des campus américains. Oui, il y avait une espèce un aura autour de l'intelligentsia français, puis ces penseurs-là étaient porteurs de cette nouvelle idée-là, puis à un point tel que ça a mené à la création de plusieurs départements dans les universités américaines, les départements d'études culturelles. Notamment, on parle par là les gender studies, là, les études de genre, les woman studies, les fat studies, les queer studies, tout ça, ce sont des départements qui aujourd'hui existent aux États-Unis, qui existent aussi de plus en plus dans nos universités à nous. Puis par un effet paradoxal, ben, cette pensée-là qui était partie de la France, qui est allée aux États-Unis, est revenue dernièrement en France. Puis là, ben, trouve des adeptes. Là. Donc là, pour ces deux auteurs-là, Pluckrose et Lindsay, là, le mouvement woke, ça serait un peu comme l'enfant paradoxal de la pensée post-moderne. Oui, Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben, en fait, la French Theory, les idées qui sont portées, on les associe aussi à la pensée postmoderne, au postmodernisme. Comment on pourrait définir là, simplement le postmodernisme? Ben, il y a plusieurs aussi thèmes au postmodernisme.
mais c'est sûr qu'on retrouve d'abord, là, comme Simon l'a dit dans sa chronique cette semaine, si vous voulez aller la voir, l'idée qu'il y a toujours il y a un lien direct entre le pouvoir et le savoir, là, dans le sens où le savoir est toujours... Le pouvoir est toujours un produit du savoir. Non, c'est-à-dire le savoir est toujours un produit du pouvoir. Il ne faut pas me mêler, là, je vous ai sûrement mêlé déjà. Donc, là. les gens qui sont au pouvoir produisent un savoir qui les aide à se maintenir au pouvoir. C'est un peu... Là, il y avait beaucoup de war dans ta phrase. mais oui, c'est ça. Moi, je dirais tout simplement que le pouvoir est le but. Alors que normalement, autrefois, c'était l'inverse. C'est-à-dire, on utilisait le pouvoir en vue de faire quelque chose d'autre. Tu as le pouvoir, puis qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais là c'est le savoir, c'était la fin, la sagesse, c'était le sommet de la vie. Tu sais. Mais là, le savoir n'est que instrumental, il n'est qu'un moyen. Et puis, ton lien, je trouve, entre scepticisme et lutte de pouvoir, il est là. Si on ne peut pas de toute façon connaître la vérité, c'est le plus fort qui impose sa vérité. Tout à fait. Puis, on ne s'en sortira pas. Il n'y a pas de vraie science de toute façon. Mais ça suppose aussi qu'en fait, qu'il ne peut pas y avoir de sincère recherche de la vérité. C'est que, comme tu viens de dire, c'est comme si toute recherche de la vérité, en fait, on doit être sceptique face à ça, puis présumer qu'il y a toujours une recherche de pouvoir derrière ça. Ça nous rend assez cyniques, puis face à ces recherches-là. Au fond, les études ou la recherche académique devient un peu comme un travail militant, on pourrait dire. Il y a un combat, là. Ça peut le devenir, oui, effectivement. Ariane? Ou quelque chose de très individualiste. Hein? Les gens vont chercher leur vérité. On a ma vérité. Puis les gens vont surtout parler en termes d'opinion, là, même dans les universités, quand le professeur met une mauvaise note. Je suis pas d'accord avec votre opinion, monsieur. Puis là, c'est pas une question d'opinion. Il y a un cours, il y a une matière. Oui, si on regarde les grands thèmes de la pensée postmoderne, c'est là où c'est intéressant, je pense, parce qu'on a tendance à prendre le mouvement woke puis à en faire un épouvantail qu'on cherche, qu'on démonise, puis ensuite qu'on identifie comme l'ennemi à abattre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui est enraciné dans notre culture aujourd'hui, qui est la pensée postmoderne. Le mouvement woke, c'est juste l'expression militante de cette pensée-là. Donc, si je comprends bien, on ne peut pas comprendre le mouvement wokiste sans comprendre ce qu'est le postmodernisme. Selon ces auteurs-là, c'est impossible. C'est quoi les grands thèmes là, du postmodernisme? Bon, alors, les grands thèmes. D'abord, il y en a un qui est, à mon avis, essentiel à comprendre, c'est la recherche de la fluidité, le concept de fluidité. C'est l'idée, en fait, que dans le postmodernisme, il y a l'idée que toute catégorisation amène nécessairement une hiérarchisation. Donc, par exemple? En fait, toute opposition de concepts, homme versus femme, hétérosexuel versus homosexuel, noir versus blanc, toute opposition de concepts nécessairement induit une hiérarchisation et donc une subordination, un étant supérieur à l'autre. Donc, ceci étant constaté, il faut, pour arriver à déconstruire le monde et le rendre plus... défaire, en fait, le rapport hiérarchique, il faut éliminer les binarités, éliminer les catégorisations. Comment on fait ça? On rend la chose plus fluide. On va l'interpréter plus à l'aide de continuums. Par exemple, au niveau du genre, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On parle plus ils cherchent un peu tranquillement à arrêter de parler de deux sexes différents, mais plutôt d'une expression de genre, d'un continuum de genre. Plus c'est fluide, puis plus, en fait, on limite la possibilité de tomber dans une binarité qui pourrait amener à une subordination, l'un étant supérieur à l'autre. Il y a Simon? Un des problèmes que je vois tout de suite avec ça, c'est que le wokisme se contredit constamment lui-même. D'abord, il ne faudrait pas dire qu'il y a des woke et des non-woke, parce que là, on recrée une structure de pouvoir oppressive. Donc, tout le monde l'est plus ou moins dans une fluidité changeante. Tout à fait. Et puis, le wokisme lui-même est une théorie fausse qui est simplement imposée par des universitaires qui s'adonnent à avoir le pouvoir, puisque ça n'existe pas une théorie vraie. Intéressant. En fait, c'est ça, ce sont les grands thèmes du postmodernisme. Mais tantôt, je vais revenir aussi sur, dans le temps, comment ça a pu évoluer. Parce que ça, ce sont les grands thèmes qui étaient portés par Foucault, Derrida, Deleuze, mais sans nécessairement je peux dire, ils n'avaient pas envisagé le mouvement woke tel qu'il est aujourd'hui. Eux autres, ils théorisaient, puis ils parlaient de la déconstruction, mais d'un point de vue descriptif, en disant, voici le monde, il est hiérarchique, il faut rendre les choses fluides. D'autres grands thèmes du postmodernisme? Le deuxième grand thème, c'est le pouvoir accordé au langage. C'est l'idée qu'en fait, avec le langage, on peut complètement modeler notre perception du réel. Le langage est à ce point-là important qu'on doit identifier, au sein des grandes structures hiérarchiques de notre société, on doit identifier les mots
qui nous rattachent à des catégorisations, comme j'ai dit tantôt, des hiérarchisations, puis il faut les éliminer du discours. En fait, tous ces mots-là, ce sont des mots ennemis qu'il faut éliminer et il faut proposer des alternatives. On le voit aujourd'hui avec tout le combat pour éliminer le masculin, la certaine supériorité du masculin dans la langue française. Bien, il y a vraiment des mots associés au mouvement woke puis à la pensée postmoderne, un lingo particulier, là. Masculinité toxique, justement la non-binarité, les cisgenres versus tout ça, ce sont des mots inventés pour, si on veut, remplacer des mots qui, selon eux, nous rattachaient, nous maintenaient dans un système hiérarchique. Fait que ça, c'est le deuxième grand thème. Le troisième grand thème, c'est l'idée d'un relativisme culturel. C'est-à-dire que c'est l'idée que les cultures ne peuvent pas être comparées entre elles. Les cultures, en fait, ne peuvent être comparées qu'à elles-mêmes. Tout ce qu'on peut faire, c'est les comparer elles-mêmes. On ne peut pas dire qu'une culture une civilisation serait supérieure à une autre. Bref, parce que toute comparaison des systèmes culturels, c'est en fait uniquement le prétexte de l'individu pour répondre à son besoin de hiérarchisation, encore une fois, puis conséquemment de pouvoir. Il y a toujours cette idée-là, là, que si on est en train de comparer les cultures, c'est qu'en fait, on a un besoin de pouvoir. On cherche à affirmer sa hiérarchisation à travers ça. Donc, on ne peut pas dire que des Aztèques qui font des dizaines de milliers de sacrifices humains, c'est pas bon, ça. On peut uniquement les comparer à eux-mêmes. Tant qu'ils sont cohérents à leur culture, pour eux, c'est bien. Exactement. OK. Je pense qu'il y a d'autres grands thèmes. Il nous reste à peu près 4 minutes, Thomas Plouffe. Je pense que tu pourrais nous parler un peu des étapes du développement de cette pensée-là. Oui. C'est intéressant de voir ça parce que la pensée postmoderne, comme je le disais tantôt, entre les années 60 et 80, elle était essentiellement descriptive. On avait les grands penseurs, là, Foucault, Deleuze, Derrida et autres, qui allaient dans les campus, qui faisaient lever les foules, ils parlaient de déconstruction, de revoir le monde, de rendre plus fluide. Bon, c'était descriptif. C'est resté descriptif assez longtemps, jusque dans les années 80. À peu près entre les années 80 et 2010, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des nouveaux penseurs qui ont repris ces idées-là, puis s'apercevant en fait que puis il y avait toujours l'idée qu'il fallait déconstruire les méta-récits aussi, hein, que c'était les méta-récits, là, qu'on pense à communisme, capitalisme, christianisme, tout ça, il faut les déconstruire. Les nouveaux penseurs de la deuxième vague, eux, s'apercevaient qu'il n'y avait pas de changement, qu'il n'y avait pas d'action qui était mise en place, entre autres parce que ils n'étaient pas capables eux-mêmes d'affirmer de vérité objective. Ils pouvaient, je veux dire, en étant purement descriptif, on n'agit pas sur le monde. Donc, avec un besoin d'agir sur le monde, ben il y a des nouveaux penseurs qui sont venus dire « Ouais, ben c'est vrai qu'il faut déconstruire, c'est vrai que tout ça est... que le monde est tel qu'il a été pensé par les penseurs postmodernes, mais on pourrait quand même affirmer qu'il y a certaines vérités. » Par exemple, comment défendre la femme dans ses intérêts si on affirme que la femme n'existe pas? Il y a une espèce de paradoxe dont Simon parlait tantôt. Donc, on est obligé de dire, bon, il y a certaines vérités objectives quand ça nous arrange puis surtout, quand ça nous arrange, puis ça nous permet de réaffirmer la logique victimaire, là, qu'il y a des opprimés, des oppresseurs. Puis donc, on prend ces vérités-là qu'on a choisies, puis là, on se met à agir. Donc, il y a une action sur le monde. La troisième vague, c'est vraiment apparu à partir des années 2010, puis là, c'est là qu'on a vu le mouvement woke. Ça, c'est tout un terreau pour toi là, qui te semble nécessaire ou important. Bien, pour toi, selon les auteurs en question de cette étude-là, Pluckrose et Lindsay, là, c'est un terreau important. Ouais. Bien, en fait, oui, c'est ça. La pensée postmoderne, en fait, elle est un élément essentiel de compréhension pour le monde aujourd'hui, je pense, là, au-delà du mouvement woke. Mais elle fait partie d'un terreau qui est plus complexe. Il y a d'autres facteurs qui viennent influencer l'émergence d'idéologies comme l'idéologie woke. Je trouvais important aussi d'ajouter un autre élément qui est important, qui fait partie de ce terreau-là, c'est Là, bon, vous allez peut-être avoir un mal de cerveau, là, mais l'absolutisation de la subjectivité, entre autres, qui a été amenée par Mathieu Bock-Côté dans certaines de ses chroniques. C'est l'anti-woke par excellence. Oui, l'anti-woke par excellence. Il en fait son gagne-pain. Mais donc, cette idée-là, c'est l'idée qu'en plus, ben, c'est très paradoxal, hein, parce que les postmodernes, eux autres, disaient que l'individu, c'était un piège pour la hiérarchisation, que l'individu devait arrêter d'exister, que l'universel, c'était un piège pour la hiérarchisation puis le pouvoir, que tout ce qui doit rester, c'est les communautés. Puis les communautés à travers leur logique victimaire. Puis, par un processus paradoxal, ce qui arrive, c'est qu'ils sont aussi influencés par l'idée que de plus en plus, on est centré sur notre subjectivité. Ce qui fait que les militants woke sont pris dans leur identité communautaire, de petites communautés victimaires, mais à travers uniquement leur prisme subjectif de leur petite communauté victimaire. Mm-hmm.
Fait que, je ne sais pas si c'est clair ce que je prétends, là, mais ce qui fait qu'on va trouver à la fois les mouvements woke, des communautés qui revendiquent à travers leur posture de victime, mais on trouve aussi de plus en plus de penseurs qui affirment qu'il y aurait littéralement une épidémie de narcissisme chez les jeunes générations, là, des jeunes de plus en plus auto-centrés. Ils voient le monde uniquement à travers leur regard subjectif. Il nous reste une petite minute, Thomas. En guise de conclusion, tu dirais quoi par rapport à tout ça? Là? Comment tu résumerais tout ça? Bon, d'abord, je dirais, pour moi, ce sont des ingrédients qui font partie d'une grande soupe, là, une grande soupe qui est très complexe. Là. Ce sont des facteurs qui, une fois combinés, nous permettent d'expliquer les mouvements sociaux aujourd'hui. L'idéologie woke, c'est une idéologie extrême militante, mais si on l'éradiquait, une autre apparaîtrait étant donné que le terreau reste là. L'idée intéressante, moi, je trouvais, qui était présentée par Valentin, c'est que souvent, à tort, on a tendance à vouloir déconstruire ceux qui vont promouvoir la déconstruction. Dire le meilleur moyen ou de censurer les gens qui vont promouvoir la censure. Et le meilleur moyen pour lutter contre des idéologies extrêmes ou militantes comme l'idéologie woke, c'est d'offrir une alternative, d'offrir une narration qui est suffisamment porteuse, qui est suffisamment épique pour les jeunes, parce que c'est ce que les jeunes recherchent. Les jeunes qui s'en vont dans les idéologies woke veulent une vie qui a du sens, veulent une vie grande. Il faut leur proposer une alternative qui est une alternative épique. Donc, tu proposes d'opposer le Seigneur des Anneaux au wokisme, si je comprends bien. Exactement. OK. Thomas Plouffe, tu nous parlais des origines philosophiques et du terreau dans lequel a grandi le mouvement woke. Donc, cette étude de Valentin, on peut la lire, tu disais, sur Internet, sur quelle plateforme déjà? En fait, on a qu'à taper Fondapol, là, Fondapol, puis on peut trouver, là, ça s'appelle Anatomie du wokisme et Face au wokisme. Eh bien, merci Thomas, ça faisait longtemps et à très bientôt, j'espère. Oui, ça fait plaisir.